avec, avec l'exo 2, avec deux points A et B, qui étaient en coordonnées 5, alors t égale 5, enfin ct égale 5 et x égale 3, et le point B qui était en t égale 2 et b égale 6 et x égale 6. Alors, il y a du chuintement là, c'est quoi ça? Vous entendez le chuintement là ou... Non. Oui, on entend. Ouais, alors, je sais pas ce que c'est. Donc la première question, on l'avait fait... Oui, alors rappelez l'expression de l'invariant. Bon, ça c'est du cours. Comme on avait vu l'autre fois, cette formule d'ailleurs ne sort pas de nulle part, c'est en fait euh, réellement quand le delta S carré vaut 0, c'est en fait, et si vous rajoutez le delta, alors ça c'est en 3D quoi, euh, si delta S vaut 0, cette équation est l'équation du front d'onde d'une sphère de lumière qui s'étend autour d'un point. Donc en fait c'est l'équation, pas réellement de la propagation de la lumière, mais enfin du front d'onde de la lumière. Donc c'est de là que ça vient réellement, cet intervalle. Ok, comme je vous avais dit, il peut y avoir des bouquins où la signature est inversée, où ça va être moins, plus. Alors on va tout faire nous en plus, moins. Donc plus, moins. Et ici, on est en une seule dimension, donc il n'y a pas de vecteur. Manifestement, vu les quadrillages, le code de lumière il passe au milieu, ici à 45 degrés. Donc OB est de type espace, donc pas de lien causal possible. OA est de genre temps, donc là, lien causal possible, puisque pour aller de O à B, il faut aller moins vite que la lumière. Donc ça c'est CT et X. Et alors il se trouve que de B vers A, on est pile sur une pente à 45 degrés. Donc en fait ici, un photon pourrait être envoyé de B vers A. Donc BA est de genre lumière. Ok, on était arrivé là. Pour ceux qui étaient restés jusqu'à un peu plus tard, à 18h20, vous avez mis le T3 très bien. Ok, il n'y avait plus d'autres questions là-dessus sur les liens de causalité? Je vous entends pas. Vous êtes là ou... Oui, Non, c'est oui. bon, c'est bon. Ouais. Monsieur, vous avez écrit quoi? OA et de genre temps? Temps, ouais. Ouais. Ok, d'accord, merci. Euh, Et pourquoi ça s'appelle de genre temps et l'autre s'appelle de type espace? Bah, parce que je sais pas, c'est un choix conventionnel, mais tu vois que un intervalle de type temps, celui où tu te déplaces pas du tout sur x, c'est celui qui est le long de l'axe des temps, et donc du coup il est de genre temps. Enfin, tu vois, je pense qu'on peut le voir comme ça. Alors qu'un intervalle de genre espace, il est plutôt le long des x, quoi. Mais éventuellement, il peut être aussi comme ça. Voilà, Ok. c'est des Pardon, comparaisons. monsieur, Oui. juste, pardon, excuse-moi. En fait, je vois pas bien l'écran, je sais pas Ah, comme les autres. Je pense qu'il y a lumière qui passe de côté de fenêtre. Et... alors là, j'ai mis ma je sais pas lampe. Je peux enlever la lampe, mais je sais pas si c'est. Je pense que c'est mieux avec la lampe. Je sais pas. Je peux essayer de le rapprocher. Ben, je vais essayer d'écrire plus gros, hein, de toute façon. Voilà, je vais la rapprocher, quitte à monter et baisser la caméra. Ouais, c'est mieux comme ça, merci beaucoup. Ok, alors, ensuite on a, nous dit-on, une fusée, donc B va plus servir dans le problème. On a une trajectoire à vitesse constante qui va de O vers A, dans la question 3. Donc il y a un bonhomme qui va le long de cette trajectoire ici. Alors comme on sait, du coup l'axe des T' est là, dans ce référentiel, et l'axe des X' il va être là, mais je ne vais pas en avoir besoin ici, donc je ne le dessine pas.
Euh, quelle est la durée mesurée par l'horloge de la fusée entre les deux événements, c'est-à-dire entre O et A? Donc le bonhomme, le bonhomme ici, il a sa propre horloge. Ok. Et cette horloge, elle est située en permanence à l'origine de son système de coordonnées, puisque je vais quand même le dessiner, x' est là. Donc pour l'horloge, elle est toujours en x' égale 0. Donc du coup, un événement quelconque le long de la trajectoire M, entre O et M, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire d'une part, dans R, j'ai mon invariant qui vaut quelque chose, donc qui vaut C delta t carré moins delta x2. Et dans R', ce même delta S2, qui est égal à l'autre, puisque c'est un invariant, il vaut C delta t' carré moins le delta x' carré. Mais comme le x' vaut 0, et il reste égal à 0 pour toute la trajectoire, évidemment le delta x' vaut aussi 0. Donc ce gars-là, il s'en va. Et c'est pourquoi l'invariant qui vaut que le delta t', c'est-à-dire en fait, le temps indiqué par l'horloge ici, s'appelle du coup le temps propre. Pardon, monsieur. Ouais. Je pense qu'il manque t au carré sur le notation de l'intervalle. Alors c'est peut-être que juste que tu le vois pas bien, mais ici, là, non, il y a un carré. Ici, tu veux dire? Moi j'ai écrit un carré, mais peut-être qu'il n'était pas assez gros. Voilà, comme ça. Et on n'a pas le... Ah, sur le C, ouais, sur le C, t'as raison, il y a un C carré. Ouais. Ouais, enfin, c'est. Oui, oui. Ok? Donc, du coup, le temps propre, alors, on va le calculer entre. Bah, je vais effacer ça pour le moment, je le referai après. Du coup, ce qu'on appelle. On lui donne un nom particulier, on le note tau, comme vous avez dû voir dans le cours. Dans le référentiel où l'horloge est fixe, dans ce référentiel-là, ça on le note avec donc un triple égal par définition. On le note le temps propre, delta tau. Donc c'est le temps mesuré par une horloge fixe dans un référentiel. Alors qu'est-ce qu'il vaut ici? Bah, on peut aller le calculer entre O et A. Alors O a pour coordonnées t égale 0, x égale 0. A, on a dit que ça avait pour coordonnées t égale 5. Alors ct égale 5. Et x égale 3. Donc je vais calculer l'invariant dans le référentiel R. Et ça vaut donc 5 au carré. Alors les unités, ça peut être, je sais pas, des années par exemple, on peut dire 5 ans. Moins 3 au carré, ce qui fait 25 moins 9, ce qui fait 16. Ce qui fait aussi 4 au carré. Donc du coup, trivialement, le C delta tau carré vaut 4 au carré, et donc le delta tau. Alors, bon, en fait, j'ai pris C égale 1 ici, réellement. Enfin, non, j'ai pris CT égale 5. Donc, ouais, donc en fait, c'est C tau qui vaut 4. C'est C delta tau qui vaut 4. Donc, c'est plutôt en années-lumière, si on veut. Ok? Alors, au passage, si je veux petite remarque, si je voulais le temps propre pour une trajectoire qui n'est pas une trajectoire rectiligne. Je ne sais pas si vous l'avez fait en cours, ça. Imaginez que votre fusée, au lieu d'aller tout droit de O vers A, elle fait un truc. Au début, elle va pas vite, après, elle accélère, après, elle ralentit, et bon, elle arrive là. Donc, vous avez une trajectoire qui est courbe. La seule contrainte, c'est que la pente n'est jamais plus grande que 45 degrés. Sinon, c'est pas possible.
Dans ce cas-là, est-ce que vous savez comment je pourrais calculer le temps propre? Non, personne. Excusez-moi, mais monsieur, le temps propre, physiquement, ça correspond à quoi? Ah, c'est le temps qui est indiqué par mon horloge, là, du poignet. Si moi, je D'accord. suis dans la fusée qui va de O vers A. Donc c'est de combien tu vieillis. Et c'est le temps qui est aussi indiqué par une horloge atomique ou une montre, tout ce que tu veux, quoi. Ok. Donc c'est ce qu'on avait commencé à parler l'autre fois, c'est-à-dire le ralentissement du temps, en fait, qui va être calculé de cette façon-là. Le truc, c'est que pour le gars qui est ici, l'horloge, elle va indiquer, donc, on a vu 5 ans. Alors que pour celui qui prend la trajectoire dans la fusée, ça va durer que 4. Ok. Et au passage, donc, juste remarque, cette relation, elle est différentielle, hein. Donc, d'une part, j'ai C2 dt2 moins dx2. Et d'autre part, pour le temps propre, j'ai C2 d taux carré. Donc, en fait, si la trajectoire n'était pas euh, rectiligne, alors il faudrait éviter les Faut intégrer. racines. Oui, il suffit d'intégrer. Donc, ça va donner la racine de C2 dt2 moins dx2, le tout divisé par C. Alors, cette intégrale, si je factorise par dt2, ça va me faire un taux égal. Comme ça. Si je factorise par dt, ça va me donner la racine de 1 moins bêta. D'un point origine vers un point final. Ok, donc ça c'est un des outils en général dans les bouquins de relate, c'est qu'on fait toujours tout à vitesse constante et du coup on peut avoir l'idée qu'on ne sait pas faire quand la vitesse n'est pas constante. Mais en fait si, on sait faire. Ah oui, alors il y a des gens qui écrivent... Ah oui, mais alors je lis pas ce que vous écrivez, je croyais que vous étiez en train de parler. Oui, alors, effectivement, l'idée c'est de mutez-vous. Vous pouvez vous auto-muter avec le micro en bas, rendre muet, parce que sinon ça va être trop de petits bruits, et dès que vous voulez parler, vous démutez. Et alors, il y en a qui écrivent dans le chat, peut-être que c'est parce que vous n'avez pas de micro, je sais pas. Sinon, vous pouvez parler directement, ce sera plus simple. Ah, ok. Euh, d'accord. Ok, donc en fait, si la trajectoire n'est pas rectiligne, alors je sais pas si on en fera beaucoup d'ici la fin de l'année, mais on peut bien sûr calculer un temps propre par simple intégration. Ok, comment peut-on utiliser cette expérience de pensée pour grader l'axe des T'? Alors ça, m'a-t-on dit, vous l'avez vu en cours. On va le refaire. Parce que donc on parle juste de la gradation donc si j'ai l'axe des x, mettons que je mets une unité 1, 2, 3, etc. Pareil pour t, ct. Alors on a dit qu'on arrivait jusqu'au point A qui était là. A il était en 5, 3. Okay. Et j'ai cette trajectoire rectiligne ici. Donc l'idée c'est où est-ce que je mets mon unité de 1 pour le temps propre ici. Alors on sait qu'il n'y en a que 4, c'est-à-dire que ça met 5 ans pour les axes des t, mais ça en met que 4 pour l'axe des t'. Donc du coup, à l'œil, je peux dire 1, 2, 3, 4. À l'œil, ok, mais si vous voulez vraiment calculer c'est quoi la longueur sur ce schéma-là de cette gradation ici, comment vous faites? Alors je sais pas si des gens... On peut utiliser les relations trigonométriques, non? Oui, Ouais. c'est ça. Alors d'une part, en fait, sur ce schéma-là, donc l'invariant, c'est C2 delta T2 moins delta X2. Ça, c'est l'invariant. Par contre, géométriquement, sur le schéma, Pythagore reste vrai. Donc si j'appelle une longueur L carré
entre deux événements, n'importe lesquels, la longueur sur le schéma, la longueur géométrique, c'est un plus. Ok. Donc du coup, où est-ce que j'ai écrit ça? Je ne sais plus. Monsieur, L, ça va correspondre à la distance OA. Ouais, c'est ça. Donc ici, Ok. ici, du coup, j'ai ça, ça vaut 4. D'accord, ça c'est ces 4 ans qu'on a vu ici. Et donc cette longueur, alors je vais l'appeler, attendez, je vais l'appeler petit l, celle-ci. Ça, je l'appelle petit l, ça, je l'appelle grand L. Donc petit l, c'est grand L sur 4. Donc ce petit l, c'est la taille d'une gradation qui vaut 1. Okay. Je sais pas s'il faut que je baisse l'écran. Et donc, vu que ça dure 4 ans, c'est cette grande longueur L. Cette grande longueur L, c'est, par Pythagore, c'est celle-ci. Donc c'est racine de CT2, C delta T2 plus dx2. Mais 4, c'est pas n'importe qui, c'est le temps propre. Donc c'est la racine de C2 delta T2 moins delta x1. Et donc votre facteur d'échelle, c'est-à-dire cette longueur petit l qui correspond à une gradation de 1 sur l'axe x', c'est donné par cette formule. Monsieur, Ouais, 4, c'était notre CETO. ouais, c'est ça, parce que cette gradation-là, en gros, ça doit correspondre à 1 en temps propre. Et la question qu'on se pose, c'est quelle longueur ça doit faire sur le schéma. Donc, et sur le Ok, schéma, ok. Pythagore s'applique. Alors cette formule, on va pas la laisser comme ça, on va la simplifier en divisant tout par delta t carré. Et ça me donne petit l égale. Alors je factorise même par C2 delta T2 que sort de la racine, donc ça fait C delta T facteur de racine de 1 plus. Alors le delta x sur C delta T carré. Et en bas, pareil. Là, je suis à vitesse constante dans cet exo. Donc delta x sur delta t, c'est la vitesse. La vitesse divisée par c, c'est le facteur bêta. Ça saute. Et donc, il me reste racine de 1 plus bêta carré sur 1 moins bêta carré. Ok. Donc ça, c'est la longueur que vous devez mettre sur votre schéma pour grader correctement l'axe dt'. Juste une question. Ouais. En fait, dans le nominateur de longueur, vous avez écrit que c au carré, delta t au carré plus delta x. Donc, pourquoi c'est plus? Au numérateur, tu veux dire. Oui. Plus parce que ça, c'est la longueur au sens, la longueur sur le schéma. Donc c'est la longueur de l'hypoténuse. Et donc c'est le théorème de Pythagore, c'est la racine de la somme des carrés. Tu vois? Ok, merci. Ok, et ça répond à la fin de l'exo 2. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au 3. Alors le 3 est assez facile. C'est un, ça revient encore aussi à l'histoire de dilatation du temps. Je vais peut-être attendre si vous voulez noter. Monsieur, qu'est-ce qui est écrit c'est 1 plus quelque chose au carré? Qu'est-ce que c'est Ici, là, Oui, ouais. c'est bêta, bêta au carré. Bêta, c'est Ok, v, merci. v sur c. Merci beaucoup. Ok, alors, Exo 3, c'est un peu la même configuration, sauf que la fusée, au lieu d'aller juste à droite, elle va aussi faire demi-tour au bout d'un certain moment. Et on va calculer le temps du trajet de l'aller-retour, vu du référentiel R d'une part, et vu du référentiel R'. Enfin, pour le voyageur, d'autre part. Donc on me dit qu'un vaisseau spatial part de la Terre à t égale t' égale 0. Donc ça, c'est l'origine. T' égale 0, c'est le temps du référentiel du vaisseau qui va à une certaine vitesse v. On l'appelle, je crois, vitesse v.
positive, donc ça part par la droite. Et on me dit, donc là il y a un bonhomme ici, qui reste sur Terre, il y a un bonhomme qui est dans la fusée. Et on me dit qu'au bout d'un certain temps, dans le référentiel T, le bonhomme sur Terre envoie un signal à la fusée. Donc il l'envoie, enfin un signal lumineux, donc il l'envoie à la vitesse de la lumière, donc le long du cône de lumière, donc à 45 degrés. Alors, j'essaie de faire 45 degrés, c'est un peu moins. Ouais, je fais plus que 40, je fais moins que 45. Voilà. Donc ça envoie un photon là, et quand... Ouais, je vais avoir des problèmes de... Quand la fusée reçoit ce signal, on appelle ça l'événement E1. Et l'événement E1, dans le référentiel R, il a pour coordonnées qu'on va appeler T1 ou CT1 et X1. Après, il va se passer d'autres choses. À ce moment-là, on va dire qu'il fait demi-tour et qu'il revient. Mais ça, c'est dans la suite. Alors, ici, il y a des questions assez faciles qui sont juste de calculer CT1 et X1. Donc, représenter dans un graphe les lignes, bon, ça c'est fait. Déterminer T1 et X1 qui correspondent à l'arrivée du signal au vaisseau. C'est de la cinématique assez évidente. D'abord, le vaisseau, lui, il va à une vitesse V. Donc du coup, x1, ça doit être égal à la vitesse fois le temps. D'accord? Mais par ailleurs, il est aussi nécessaire que comme on envoie le photon à partir de T0 ici, il est nécessaire que x1, c'est aussi la vitesse du photon qui va à petit c pendant un intervalle de temps qui est plus court. Donc T1 moins T0. D'accord? C'est un système qui est trivial à résoudre et vous trouvez x1 et T0 et T1. Ok, c'est juste une trajectoire de collision en fait à vitesse constante. Donc aucune difficulté, on va trouver donc que VT1 c'est égal à CT1 moins T0. Je résous pour T1, ça me fait, je passe à droite, ça fait T1 facteur de C moins V égale CT0. Et donc je trouve T1 égale CT0 sur C moins V. Alors ça, j'ai pas spécialement envie de le laisser sous cette forme-là. Je vais introduire les bêtas. Donc je vais factoriser par C, ce qui me fait CT0 divisé par C facteur de 1 moins bêta. Et comme ça, les C s'en vont. Et je trouve que T1 est égal à T0 divisé par 1 moins bêta. Ok? Ah, monsieur, pouvez-vous monter un peu la caméra parce qu'on ne voit pas le haut de l'écran? Ouais. Ok, c'est un calcul trivial. Je pense que ça ne vous pose pas de problème. Et j'en déduis x1 en reportant évidemment là-dedans. Donc ça fait x1 qui vaut vt1, c'est-à-dire vt0 sur 1 moins bêta. J'ai envie d'introduire les bêtas là aussi. Donc c'est bêta, facteur de 1 moins bêta, fois ct0. Ok? Alors on va les garder dans un coin parce qu'on en aura besoin dans le calcul d'après. Bon, moi je l'ai sur la feuille, donc je vais pouvoir l'effacer. Question suivante, on veut connaître à quel temps et à quelle position d'espace ça correspond dans le référentiel priné, enfin donc dans le référentiel de la fusée. Et pour ça, on va bêtement utiliser une transformation de Lorentz. Donc ça, c'est la question 3. Donc quand j'ai T1 dans R, il correspond à temps T1' dans R', et à X1 dans R, il correspond X1' dans R'.
Le T1' et X1' sont donc donnés par la transformation de Lorentz à vitesse v des coordonnées T1, X1 dans le référentiel R. Ok? Donc, on fait le calcul. Ça me fait CT1', c'est gamma CT1 moins bêta X1. Ok, donc ça, c'est la transformation de Lorentz. Je vais commencer par celui-là. Parce que j'ai pas beaucoup de place, donc je vais le faire l'un après l'autre. Alors, ça fait gamma facteur de... En fait, ici, je vais tout laisser en T1. Donc, je vais laisser... Alors, je pourrais repasser en T0, hein, mais si je laisse tout en T1, on a vu que X1, c'était V T1. Donc ça fait moins bêta V T1. J'introduis un C, et ça me fait gamma facteur de CT1 moins bêta 2 CT1. Ok, ça se factorise. Ça se factorise en quoi? Ça se factorise en gamma facteur de 1 moins bêta 2 facteur de CT1. Et ça, est-ce qu'on le laisse comme ça? Non, vous avez envie de le laisser comme ça ou... Ça dépend. Vous pourriez appeler comment dire, l'expression de gamma, s'il vous plaît? Ouais, alors ça fait un peu partie des expressions de Parker. Pour le coup, c'est Ok. le facteur le plus important de la relativité restreinte. Il apparaît. Ouais, V carré sur C. Et donc, manifestement, une fois que tu as ça, tu vois que 1 moins bêta 2, c'est 1 sur Ouais. gamma 2. Donc ça fait gamma sur gamma 2, CT1, et donc on simplifie en CT1 sur gamma. D'accord? Alors au passage, on retrouve que la dilatation du temps, ici, puisque le temps, qui va être le temps propre en fait, T1', est égal au temps du référentiel R divisé par gamma. Donc la dilatation du temps, elle est toujours proportionnelle à gamma. Enfin, c'est-à-dire vous divisez le temps par gamma, vous obtenez le temps propre. Ouais, enfin, en tout cas, c'est à vitesse constante. Sinon, il faut faire la primitive comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ok, ça vous donne CT1'. Alors X1', est-ce qu'il y a besoin de faire le calcul réellement? X1', c'est la position de l'événement E1 dans le référentiel du vaisseau. Bah, X1', ça va être VT1', non? Ah non, non. Sur ton schéma, regarde où tu es. C'est la coordonnée. X', c'est la coordonnée par rapport au vaisseau. Donc comme toi, tu es au milieu du vaisseau, clairement, ça fait 0. Oui. Ah, Donc il n'y a par pas rapport au besoin de vaisseau. faire le calcul, en fait, mais on va le faire. Et la transformation de Lorentz, toi, ce que tu dis là, x égale vt', enfin x' égale vt', ce sera un objet qui bouge à v dans le référentiel R'. Ok. Donc c'est pas la question ici. On peut vérifier par le calcul que x1' fait 0, comme on s'y attend. Ça fait gamma x1 moins bêta ct1. Ok. Et x1, c'était vt1. Bêta c, c'est v. Donc vt1 moins vt1, ça fait 0. Et tout va bien. Okay, donc ça, c'est normal. Je suis au centre de mon propre référentiel. Je regarde un événement qui est au centre de mon référentiel, donc c'est en x' égale 0. Et c'est pour ça que ce T1' est le temps propre, du coup. Vous voyez, parce que en fait, c'est le temps le long de l'axe, donc c'est le temps le long de l'axe où vous êtes vous-même au repos. Donc c'est le temps qui passe à votre montre, et c'est par définition ce qu'on appelle le temps propre. Et on retrouve qu'il est divisé par gamma, enfin, qu'il faut prendre le temps de l'autre référentiel, le diviser par gamma, et on retrouve le temps propre. C'est bon pour ça?
Alors, on va avoir des calculs un peu similaires dans la question 4 qui compliquent un tout petit peu la géométrie. Alors, je vais essayer de faire mon schéma pour pas qu'il prenne tout le tableau. Pour ça, il faudrait que je fasse une vitesse pas trop grande. Ok, je vais faire une vitesse pas trop grande. Donc, proche de l'axe des T. En T0, là, j'ai 45 degrés. Donc, T0 était là. T1 était là. X1 ici, il faut que je baisse la caméra, j'imagine. Ok. Et on me dit qu'à ce moment-là, quand le bonhomme du vaisseau reçoit le signal, il change. Alors, c'est pas très physique, mais on va supposer qu'il change instantanément de vitesse et qu'il vient à une vitesse moins v. Donc, voilà. Il va arriver à un instant qu'on va appeler T2. Donc là, j'ai une vitesse v, là, j'ai une vitesse moins v. Et ça, c'était l'événement E1. Ok. Qu'est-ce qu'on me demande là-dessus? On me demande un peu la question directe de calculer la durée totale du voyage delta t prime dans les deux référentiels. On va faire quelques étapes avant ça quand même. Donc la durée de l'étape 1, on l'a vu, c'était T1 pour R et c'était T1 sur gamma pour R'. On vient de le voir puisque c'était le temps propre. Il faut faire la même chose pour la partie supérieure. En soi, aucun calcul n'est nécessaire puisque par symétrie, c'est évident qu'il suffit de tout multiplier par 2. Enfin, je pense que c'est évident. Pardon, est-ce que vous pouvez revenir vers ces schémas? Juste les éléments clés, est-ce que vous pouvez expliquer? C'est quoi la question? Parce que là, je comprends pas. Ça, c'est l'énoncé. Donc, le vaisseau part à t égale 0, à une vitesse v. Quand t vaut t0 pour le gars resté sur Terre, il envoie un photon. Quand ce photon arrive dans l'événement E1, c'est celui qu'on a calculé tout à l'heure, le vaisseau fait demi-tour et à la même vitesse, enfin à la vitesse moins v, et il arrive à nouveau sur Terre en l'instant t2. Ça, c'est le setup, si tu veux. Et la question, c'est calculer le temps sur Terre. Alors, le temps sur Terre écoulé sur Terre, bah, c'est toute la longueur de Stax, donc c'est T2. Alors, T2, va falloir le calculer en fonction de T1. Et le temps du vaisseau, c'est le temps propre le long de cette trajectoire-là, plus le temps propre le long de cette trajectoire-là. Donc ça, on va le calculer après. D'accord? On va commencer par le temps écoulé sur Terre. Le temps écoulé sur Terre, c'est T2, clairement. Qu'est-ce que je peux dire de T2? T2, c'est T1 plus T2 moins T1. Mais T2 moins T1, là, c'est clair que je pense que j'ai besoin de préciser beaucoup. Il y a une symétrie évidente. Comme ça me met une certaine durée pour aller en X1 à une certaine vitesse V, ça va me prendre exactement la même durée pour revenir de X1 au point d'origine à la même vitesse, mais dans l'autre sens. D'accord? Ce serait pas vrai si le retour était à une autre vitesse, mais là, c'est manifestement symétrique, donc ça fait aussi T1. Et donc le temps total du point de vue de la Terre, c'est 2T1. On pourrait l'exprimer en fonction de T0, mais ça ne sera pas nécessaire en fait. Enfin, si vous voulez, vous pouvez l'écrire en T0. Comme on avait vu que T1, ça avait une certaine expression en fonction de T0. Mais je vais tout calculer en fonction de T1 pour pouvoir les comparer à la fin. Ce sera plus. Ok, donc ça c'est la durée sur durée du voyage du point de vue de la Terre. Ok. Maintenant, question, qu'est-ce que ça vaut du point de vue du voyageur? Alors, pour ça, on va découper le voyage en deux. Donc, du point de vue du vaisseau.
quoi le temps total? C'est un temps propre. C'est donc le temps propre de O jusqu'à E1. Alors je les sépare naturellement parce que c'est pas la même vitesse ici, donc il faut a priori faire attention. Plus. Excusez-moi, juste. Fabien, est-ce que tu peux couper ton micro? On t'entend récemment. Pardon. Donc c'est le temps propre de O jusqu'à E1, plus le temps propre de E1 jusqu'à ce point que je vais appeler E2. Ok, jusqu'ici tout va bien. Le temps propre de O jusqu'à E1, on l'a calculé à l'instant. Ça, en fait, c'est égal à T1' de la question précédente. Pourquoi? Parce qu'on a vu que, c'est ce qu'on a vu déjà dans l'exode d'avant, c'est vraiment le temps porté par l'horloge qui reste en x' égale 0, puisque x' vaut 0 tout le long de la trajectoire, donc c'est le temps propre. Donc ce T1', on l'a calculé, c'était T1 sur gamma. Question, que vaut celui-ci? Alors, je vous écoute pour des suggestions. Monsieur, vous avez écrit que delta tau, c'est égal à delta tau de 0 à E1 Ouais. plus delta tau de E1 à E2. On peut pas faire la même manière qu'avant une transformation de... Si, absolument, c'est ça qu'on va faire. Sauf qu'il faut faire attention au fait qu'il y a un signe moins maintenant. Oui. Et aussi que il y a des histoires de changement d'origine. L'origine de ce référentiel, elle est là. Par contre, l'origine de celui-là, en tout cas, je peux faire un changement d'origine et ramener toutes les origines ici. C'est plus simple de faire comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, est-ce que j'ai écrit ça? Donc, c'est un peu comme de la cinématique newtonienne, ça, ici. Vous avez toujours l'option de garder les constantes d'intégration sans changer l'origine des temps et de l'espace, ou vous avez l'option de changer l'origine des coordonnées de temps et d'espace. En général, c'est plus simple de redéfinir alors dans le corrigé que je viens de voir à l'instant, le corrigé détaillé qu'on va vous mettre ou qui est peut-être déjà sur Moodle, il ne fait pas le changement d'origine, donc il se retrouve avec pas mal de termes en plus qui sont les constantes d'intégration en fait du mouvement précédent, comme en cinématique newtonienne. Je trouve que c'est bien qu'il le fasse comme ça, parce que comme ça vous avez les deux points de vue. Moi je trouve que c'est plus simple, je pense qu'il est d'accord aussi d'ailleurs, que c'est plus simple de redéfinir les origines en E1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un référentiel qu'on va appeler R seconde, qui est ce référentiel qui va à gauche. À une vitesse moins v. Et dans ce référentiel R seconde, je considère que les coordonnées de E1 sont nulles. Ça, c'est parce que je décide de redéfinir mes origines à la fois du temps et de l'espace en E1. Okay. Alors, transformation de Lorentz, mon événement E2, il a une coordonnée T2 secondes. Tout ce qui m'intéresse, il a aussi une coordonnée X2 secondes, mais j'en ai pas besoin, puisque ce qui m'intéresse, c'est le temps propre, donc c'est T2 secondes qui m'intéresse. Donc, le calcul de T2 secondes, se fait par transfert de Lorentz. Du référentiel R vers le référentiel R seconde. Donc T2 secondes, ou CT2 secondes plutôt, c'est gamma. Alors gamma à la vitesse moins v, mais gamma à la vitesse moins v, c'est la même chose que gamma à la vitesse v, puisque... Monsieur, excusez-moi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez écrit après R seconde référentiel qui va à moins v, à la vitesse moins v. D'accord, merci. Alors, et comme c'est la vitesse moins v, le gamma est le même, puisque le gamma, on vient de le voir, c'était racine de 1 sur 1 moins v carré, donc le signe ne compte pas dans le v carré. Donc c'est le même gamma que tout à l'heure, celui-là.
on n'irait pas à la même vitesse sur la deuxième phase, évidemment ce serait pas le même gamma, mais ici c'est le même. Donc c'est gamma, et là je mets les coordonnées de l'événement 2 dans le référentiel R'. Et ici normalement, d'habitude je fais moins bêta x2. Sauf que bêta ici, c'est moins v sur c, puisque je vais à gauche. Donc ça va me faire un double moins. Donc ça me fait un gamma ct2 moins moins plus bêta x2. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? x2. Ah, attendez, je vais avoir un souci si je fais ça comme ça. Parce que dans mon changement de... Ouais, alors, pardon, si je change d'origine... Oui, c'est ça. Comme j'ai changé d'origine ici, x2 ça vaut pas 0. Parce qu'en fait j'ai choisi l'origine ici, donc x2 ça devient moins x1. D'accord? Parce que je choisis, pour que mes transformations de Lorentz soient cohérentes, il faut que le champ d'origine se fasse dans les deux référentiels. Donc du coup, ça veut dire que je prends pour le référentiel R, je prends l'origine des temps ici, et l'origine des espaces également ici. Donc x2, qui est cette coordonnée ici, ne vaut plus 0, elle vaut moins x1. Alors ça, c'est parce que je fais le champ de référentiel. Enfin, d'origine. Mais ça veut dire que, monsieur, moins x1, enfin t1 et x1 qui dépendaient de bêta, enfin du coup qui dépendaient de v, on va devoir ajouter des signes moins pour eux? Non, parce que la première phase, la première phase, on l'a calculée, on n'y touche plus. Tu vois. Ok, ok. Alors, si... Bon, vous verrez dans le corrigé, on n'est pas obligé de le faire en champ d'origine, hein, mais alors, ça revient exactement au même, en fait. Mais il faut penser à cette ruse ici, c'est que x2, du coup, n'est plus le x2 du départ, puisque j'ai changé l'origine de l'espace. Et quand je fais ça, ça me fait gamma ct2 moins bêta x1. Alors là, on va avoir besoin des formules qu'on avait établies avant. Ah oui, alors, pardon, pareil, puisque j'ai dit, oui, j'ai besoin de ça aussi. Comme j'ai mis l'origine ici en T1, en fait, ça répond un peu à ta question. Comme j'ai mis l'origine en T1, les coordonnées, je vais le reprendre dans un schéma, mes coordonnées de l'événement 2 dans R, qui étaient initialement 0 T2, dans le changement d'origine, ça devient T2 moins T1. Pardon, je mets le temps d'abord, T2 et 0. Ça devient T2 moins T1, puisque j'ai mis le changement d'origine à T1, des temps, et moins x1. Donc la formule qui est là-haut, c'est pas T2, c'est T2 moins T1. Bon, en fait, oui, bon, ça revient au même. C'est-à-dire que en fait, je reviens sur la formule qui est donnée dans le corrigé, qui est directement d'appliquer ce changement. En fait, ce changement, cette formule dans les T2 moins T1 revient à faire ce changement d'origine. Hop, T2 moins T1. Alors T2 moins T1, on avait vu que c'était... Sinon j'allais avoir un problème de facteur 2. T2 moins T1, on a vu que c'était T1. Donc ça fait gamma CT1 moins bêta X1. Et ça, avec les formules de tout à l'heure... Mais ça, c'est ce qu'on a déjà utilisé pour calculer CT1, non? Enfin, CT1 prime. Alors, c'est ce que c'est exactement la même formule, je sais pas. Si, Oui, si. oui, bah si, oui, c'est normal, puisque en fait, comme je disais au départ, le problème est symétrique, donc on va trouver à nouveau le même temps propre, et à la fin, ce sera 2 fois T1'. Ça, c'est normal, Ok. puisque le problème, en fait, est symétrique. Donc ça fait gamma... Du coup, on retrouve Oui, alors, delta tau est égal à 2T1 prime. c'est ça, alors on peut le refaire, puisque moins bêta, c'est x1, ça fait moins bêta 2, c'était 1. Donc je retrouve gamma facteur de 1 moins bêta 2, c'était 1, et donc je retrouve...
pareil, c'est-à-dire CT1 sur gamma. Ok. Donc, alors ça c'est CT2 secondes. Donc le temps propre total, c'est 2 fois CT1 sur gamma. Et donc c'est 2 fois le temps, enfin c'est le temps total vu du point de vue terrestre divisé par gamma. En termes de temps total, cette formule reste vraie en fait. Ok? Alors, ce que vous allez voir dans le corrigé, peut-être que c'est, si je vous ai peut-être un peu perdu là sur le changement d'origine, en fait, ça revient à écrire directement que CT2 secondes, moins l'origine que je prends à 0 ici, que moi j'ai dit je prends égal à 0, donc moins CT1', qui était le temps qu'on avait déjà sur mon horloge à ce moment-là, c'est égal au gamma de C, T2 moins T1, plus bêta, alors plus parce que c'est une vitesse moins v, x2 moins x1. En fait, c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de le présenter autrement que via cette formule-là, cette formule que vous aurez directement dans le corrigé, mais en fait, c'est réellement un truc de type changement d'origine en Newton, en fait, c'est juste ça. Donc, au lieu de... Ça si j'appelle ça un t, un petit t, c'est le petit t qui commence à 0 en t1. Ça, c'est mon nouveau x. Je peux pas l'appeler x' parce que x' c'est dans les référentiels après. C'est mon nouveau x tel que l'origine est prise en 0 en x1. Et ça, c'est le temps écoulé sur ma montre à moi, en plus du temps qui était déjà écoulé précédemment. Ok? Donc c'est ça qu'on a fait. Et ça revient en fait en pratique effectivement à changer d'origine d'espace et de temps et de le remettre les compteurs à 0 à l'événement E1. Ok? Qu'est-ce que... Oui, on peut dire que c'est 2t1' par symétrie au début. Oui, tout à fait. Alors, la raison pour laquelle j'ai pas juste dit ça, et puis on passe à l'exo suivant, c'est que je voulais justement parler ici de ces changements d'origine qui peuvent être un peu subtils. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. En fait, on voit que delta t' égale à delta t sur gamma. En fait, ça juste correspond à la formule de dilatation de temps. Ouais. Donc, je me demande, est-ce qu'on ne pouvait pas, au début, trouver cette relation-là? Après, ça serait plus facile de déduire la deuxième relation pour... Oui, mais imagine, alors c'est vrai, mais imagine que je te change l'énoncé et que sur le retour, je vais plus vite, par exemple. Donc à l'aller, je vais à une vitesse u, ou plus... Ouais. Je vais lentement à l'aller, donc je fais un truc assez incliné, et au retour, je vais plus vite. Donc je vais à une vitesse u1 et u2. Okay. Dans ce cas-là, la formule du temps total n'est pas précisément celle qu'on vient de voir. Ici, je vais avoir un temps propre qui est T1 sur gamma 1. Ici, je vais avoir un temps propre qui est T2, enfin T1 en fait, si mettons que... Ah oui, alors c'est même pas symétrique en plus, ouais, c'est même pas symétrique. Donc là, si j'ai un T2 et là j'ai un T1, là ça va être divisé par gamma 2, tu vois. Et si gamma 1 n'est pas égal à gamma 2 parce que U1 n'est pas égal à U2, bah en fait à la fin il faut sommer. Et c'est comme ça que d'ailleurs par petits bouts, si je somme par petits bouts infiniment petits, je retrouve la formule que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le temps propre total, c'est égal à l'intégrale du dt sur gamma. Ok. En fait, ici c'est une trajectoire qui a seulement deux petits bouts, mais si je faisais une trajectoire un peu compliquée en plein de petits bouts, bah, il faut que je somme tout. Si je prends la limite de petits bouts qui tendent vers 0, ça devient une intégrale et la formule devient ça. D'accord? Donc ici, c'était clair que c'était deux
2 fois le delta t sur gamma, mais uniquement du fait de la symétrie U1 égale U2. En norme, en tout cas. Ok, merci. Je t'en prie. Alors, on finit. Alors, le 4, il y a des schémas qui sont. Je vais essayer de faire tenir les schémas sur le tableau, ce qui n'est pas gagné. Du coup, bah, on fera peut-être un peu moins qu'1h30 parce que. Je sais pas, on va voir combien de temps ça nous prend là. Mais comme vous n'avez pas eu le temps de voir le TD3. Alors, le 4, vous avez un référentiel R. Vous avez une origine. Vous avez une personne qui court vers la droite à la vitesse v, une personne qui court vers la gauche à la vitesse donc moins v. Celui-là, on va l'appeler coureur 1, celui-là, on l'appelle coureur 2. Et tous les deux ont un objectif d'atteindre le point A1 qui est situé à une distance L dans le référentiel R, et A2 qui est également situé à une distance L, également dans le référentiel R. C'est quoi ce gif? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Trouver le temps d'arrivée de TA des coureurs dans R. Alors ça, c'est particulièrement trivial. Dans R, évidemment, puisque je vais à vitesse constante, alors le temps d'arrivée, je vais l'appeler TA1 dans R et TA2 dans R. Dans R' et dans R seconde qu'on verra après, respectivement, je les appellerai TA1', TA1 seconde, TA2', TA2 seconde. Donc R' ce sera celui qui va à droite et R seconde c'est celui qui va à gauche. Alors par une relation de V égale la distance divisée par le temps, j'ai évidemment L sur TA1. Donc j'ai TA et puis pareil à gauche. Donc j'ai TA1 égale TA2 égale L sur V. Ok? Bon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire dans le référentiel R, c'est un peu comme l'exo à la fin de l'exo 1. Dans le référentiel R, les deux coureurs arrivent en même temps au point d'arrivée. Dans le référentiel du coureur 1 ou du coureur 2, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire qu'on va se démontrer que le coureur 1 pense qu'il gagne la course et le coureur 2 pense également qu'il gagne la course. C'est-à-dire que tous les deux pensent avoir gagné, en fait, dans le référentiel R. Et ils ont raison de le penser d'ailleurs. Et dans le référentiel R, on trouve que en fait, c'est simultané. Donc ça, c'est une illustration de ce qu'on avait déjà vu, la relativité de la simultanéité. C'est-à-dire qu'il existe toujours des référentiels dans lesquels, quand deux événements sont séparés spatialement, donc par un intervalle de type espace, il existe un référentiel où ces deux événements sont simultanés, et il existe plein de référentiels dans lesquels il y en a un qui arrive avant l'autre, et plein d'autres où c'est l'inverse. On pourra faire un diagramme de Minkowski de ce que je viens de dire là, c'est pas demandé, mais au passage, c'est systématique en fait. Alors ensuite, sur un diagramme d'espace-temps de R, représenter tous les événements, etc. Alors, donc cette vision-là de la course, on va le faire dans un diagramme de Minkowski, ça donne. Donc dans R, ça donne ça. Je mets une distance L ici, une coordonnée L et une coordonnée moins L. Le coureur droit va par là. Ok, là je fais des vitesses, il court vraiment très vite. Le cône de lumière, je vais le mettre là. Je sais pas si je fais bien mes 45 degrés en vrai. Non, c'est pas 45 degrés. Alors, le mieux, c'est de commencer par dessiner le cône de lumière avant toute chose. Ok. Donc c'est censé être 45 degrés. Là, je vais mettre une autre couleur peut-être. Où est-ce que mon stylo bleu? Stylo. Alors, ah, j'ai perdu mon casque. 2 secondes. Donc, le coureur 1, il va à une vitesse v par là.
et il arrive au point d'arrivée en un instant TA1. Ok. Ça, c'est le coureur 1. Le coureur 2, il va à gauche. Et il arrive au même instant dans le référentiel R. Donc, il fait ça. Hop. Ok, jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on veut reporter là-dessus? Les lignes d'univers, chacun de point A1 et A2. Alors, les lignes d'univers de A1, c'est quoi? A1, c'est un point, mais c'est un point qui a une existence continue dans le temps. Donc, la ligne d'univers de A1, c'est la ligne verticale ici. Okay. Bon, je ne vais pas la dessiner parce qu'elle ne nous sert pas à grand-chose réellement dans la suite. La ligne d'univers de A2, c'est la droite verticale ici. La ligne d'univers du coureur 1, c'est ça. La ligne d'univers du coureur 2, c'est ça. Plutôt, c'est des segments en fait, parce que en fait, ça commence là et ça s'arrête là. On va dire que le coureur, une fois qu'il a atteint le point C, il s'arrête. Donc la ligne d'univers des deux coureurs, c'est au début, ils sont au point d'origine, ils font rien. À t égale 0, ils se mettent à courir. Et une fois qu'ils sont arrivés, ils font plus rien. Donc, du coup, dans la ligne d'univers, ils sont comme ça réellement. Mais ça, de toute façon, l'exo dit pas ce qu'ils font avant et après la course. Donc, on va juste dessiner les lignes d'univers pendant l'intervalle de la course. Ok, ensuite on définit le référentiel R1 associé au coureur C1. Donc, c'est le référentiel qui est porté par, comme on a fait une fusée, mais là c'est un coureur. Donc, qu'est-ce qu'on sait du TD, du début du TD? Ça, c'est l'axe des T'. C'est l'axe des T' du coureur 1. Qu'est-ce qu'on sait de l'axe des X'? C'est celui qui a la bisectrice, enfin, qu'on peut trouver par la bisectrice autour du cône de lumière. Donc X1', c'est là. Ok. Pour le coureur 2, alors on va le noter avec des secondes. Ouais. Pour le coureur 2, c'est même exo que le TD1, le CT seconde. Alors, je vais mettre indice 2, CT2 secondes, il est là. Et la bisectrice autour du cône de lumière, elle est là. On ne change pas l'orientation des axes, donc x2', x2 secondes, il est ici. Ça vous va? Vous l'achetez? Représentez également les lignes d'univers de deux photons. Ça, c'est le cône de lumière. Je vous conseille de toujours commencer par là, parce que sinon vous allez, comme je le fais ici, sinon vous avez des problèmes d'angle. Si vous ne mettez pas dès le départ vos angles à 45 degrés, vous allez vous retrouver avec des trucs, ah ouais non, j'ai fait un angle trop grand, trop petit, tout ça. Donc commencez toujours par d'abord le cône de lumière et après le reste. Ok. Le coureur C1 compare les deux temps d'arrivée mesurés dans son propre référentiel R1. Alors en fait c'est exactement la même question, ou quasi, que l'exo 1, sauf qu'on le faisait avec deux photons. Donc graphiquement, on va regarder où sont les temps d'arrivée. Bah, C1 il arrive en A1, ici, l'événement d'arrivée de C1 c'est ici. Donc c'est en quel temps T'? Bah, c'est en CT1' qui est ici. Puisque ça, c'est aussi l'axe. Cette ligne d'univers est aussi l'axe des T'. Donc le T1' d'arrivée, donc le TA1', c'est lui. Ok? Maintenant, la question, c'est du point de vue du coureur 1, quel est le temps d'arrivée dans l'axe des primes du coureur 2? Alors pour ça, on fait une projection. Donc je prends le point d'arrivée du coureur 2, et je prends ma parallèle, évidemment je vais avoir un problème que mon schéma est trop grand, je prends la parallèle de x1', je passe par l'événement d'arrivée, et je le prolonge comme ça. Et je vais chercher l'intersection de ce truc-là, de cette droite-là, avec l'axe des primes. Manifestement, vous voyez que ça sort du tableau ici, parce que j'ai pris des angles... il aurait fallu que je prenne des coureurs qui vont un peu plus vite que ça pour que ça soit compact et que ça rentre dans le schéma. Mais ça veut dire que TA1 seconde, il est là ou là.
il est après. Donc sur le schéma, et on va le vérifier par... on va le vérifier explicitement par le calcul, par les transformations. Monsieur, est-ce que vous pouvez refaire votre manip des axes parallèles, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Bah, donc c'est le... Donc ça c'est l'arrivée du coureur 2 en son objectif au point A2. T'es d'accord? Oui. Donc pour avoir son temps dans le référentiel R', bah, je prends la parallèle, je prends ce qu'on appelle donc la ligne de simultanéité hein, qu'on avait vu l'autre fois, c'est-à-dire une parallèle à l'axe d'X' qui passe par ce point et je cherche son intersection avec l'axe dt'. Vu que mon t' est comme ça, cette parallèle est comme ça, manifestement le point d'intersection il va être un peu loin. Ah, D'accord. Et vu qu'il est loin ok, là-haut, et bah, il arrive après. Donc manifestement sur le schéma, TA 1 seconde est supérieur strict à TA 1'. Donc C1 pense qu'il gagne la course, puisqu'il arrive avant. Par symétrie, encore une fois par symétrie évidente, puisque les deux vitesses sont juste V et moins V, c'est clair, mais on va le faire aussi, c'est clair que le coureur 2 pense aussi qu'il gagne la course. Pas que C1 gagne, C2 pense que C2 gagne la course, C1 pense que C1 gagne la course. Donc chacun gagne, et ça n'est pas un paradoxe du tout, en fait ils ont tous les deux raison. Et en fait cette question de qui arrive en premier à deux points qui sont séparés par un intervalle de temps-espace n'a pas de bonne réponse. Ça n'est pas une bonne question en fait. C'est-à-dire que en fait tout le monde a raison. Selon le référentiel, il y en a qui arrivent avant, selon un autre référentiel, c'est l'autre qui arrive avant, etc. La seule question qui aurait du sens, c'est quand vous êtes à un seul point d'arrivée, il y a des participants à une course, ils font leur affaire, il y en a qui va plus vite, voilà, qui arrive en premier à ce point précis, en ce point spatialement précis. Là, il y a une réponse définitive, soit c'est 1 qui arrive avant, soit c'est 2 qui arrive avant. Mais quand vous posez la question, qui est une autre question, qui est qui arrive en premier entre le coureur 1 qui arrive à ce point-là et le coureur 2 qui arrive à ce point-là, alors que ces deux points-là ne sont pas causalement connectés, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Toutes les réponses sont bonnes, c'est-à-dire qu'il y en a un qui arrive avant, ou alors c'est l'autre qui arrive avant, ou alors les deux arrivent en même temps. Juste Ouais. une question. Donc, vous dites que absolument on peut comparer que les événements qui sont dans le même. C'est Alors, ça? comparé au sens temporel, oui. On peut ordonner temporellement de façon absolue qui se produit avant qui en un point spécifique de l'espace, c'est-à-dire au même point d'espace, oui. Ok. Ok. Alors, oui, J'ai une oui. question, monsieur. Pour les notations, parce que là, vous avez mis que T1 seconde il est plus grand que T1 prime, mais on n'est pas censé rester dans le même référentiel Ouais, R1. si, pardon, oui, t'as raison, c'est pas TA. Oui, excuse-moi, ça c'est C'est TA. C'est TA2. TA. Ouais, TA2, merci, ouais. TA2 prime. TA2 prime, bien sûr, qui est supérieur à TA1 prime. Et on va trouver que dans le référentiel seconde, que c'est l'inverse. Alors, graphiquement, comment on le Merci. fait? Et bien cette fois, mon axe des t secondes, c'est celui-là. Donc, à quel moment le coureur 2 arrive dans son temps propre des t secondes en E2? Bah, c'est ici. Donc, TA2 secondes est ici. Comment je trouve le point, la coordonnée plutôt, du temps d'arrivée TA1 seconde? Bah, je fais pareil, je prends la parallèle de ma ligne de simultanéité x2 secondes, je le fais passer par le point d'arrivée du coureur 1, et évidemment, vu que c'est symétrique, ça va aussi sortir du tableau. Donc ça fait une droite qui va vers là, et dont l'intersection va être un peu par ici. Donc le TA1 seconde va être loin par là, et manifestement donc après également. C'est-à-dire que j'ai aussi cette équation que TA1 seconde est supérieur à TA2 seconde.
Donc ça veut dire que qui arrive en premier, bah, le coureur 2 pense qu'il arrive en premier dans son propre référentiel. Ok? Et ça n'est pas paradoxal. Ok? Il faut pas se... Enfin, au début que vous faites de la relativité restreinte, vous dites, bon, c'est bizarre quand même. En fait, ça n'est pas paradoxal parce qu'il n'y a aucun paradoxe nulle part. Je veux dire, il y a aucune contradiction mathématique à aucun endroit. Ce que ça signifie réellement, c'est que déterminer qui arrive en premier en deux points différents est une réponse qui peut avoir de multiples... Enfin, est une question qui peut avoir de multiples réponses et que toutes les réponses sont correctes. Donc, ça dépend du point de vue, quoi, essentiellement. Ça n'est pas un invariant, c'est réellement ça. Ça n'est pas un invariant, et donc ça dépend du point de vue. On peut le confirmer par le calcul, ce qu'on vient de faire ici, d'ailleurs il le demande, dans la question 4. Alors il suffit de faire la transformation de Lorentz et d'aller calculer ces gars-là. Je crois que j'ai plus besoin du schéma pour la suite. Non. J'ai plus besoin du schéma. Alors je vais peut-être calculer que un des deux, puisque c'est le même calcul, vu que c'est symétrique. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut TA1, on veut celui-là. Donc on veut calculer de TA1' et de TA2'. Ok. Alors je les ai fait quelque part. Bon, c'est la loi de Lorentz à vitesse V. Hein, c'est pas... Ce qu'il me faut... Où est-ce que je les ai écrits? Ouais, ce qu'il me faut... si, je vais quand même refaire le schéma un peu. Ce qu'il me faut, c'est les coordonnées dans le référentiel R du point d'arrivée. Le point d'arrivée, il est en x égale L. Excusez-moi. Alors, il y a Malcolm qui a une Ouais. question et qui dit je comprends pas pourquoi, pour trouver le temps dans l'autre référentiel, on trace la parallèle à l'axe des x du référentiel dans lequel on cherche le nouveau temps. Il comprend pas physiquement, je crois, ce que ça représente. Attends, parce que j'ai ma caméra ensuite, j'arrive pas. Oui. Pour trouver le temps dans l'autre référentiel, on trace le. Bah, c'est comme en newtonien. Attends, je vais effacer ça. C'est réellement exactement comme une projection classique, sauf qu'on n'appelle pas ça une ligne de simultanéité d'habitude, mais alors qu'on devrait. En newtonien, le temps est là, le x est là. Quand je suis à un point ici, je veux savoir quel est le temps de ce point-là ici. Bah, je prends mon axe des x, je parallèle, et je fais une projection orthogonale, quoi. Voilà. Donc j'arrive à t ici. Alors, dans un temps newtonien, c'est toujours une projection orthogonale, c'est-à-dire qu'il y a un angle droit ici. En relativité restreinte, quand vous projetez, c'est vrai aussi dans le référentiel R qui est votre référentiel de base, mais dans un référentiel R', cette projection n'est pas orthogonale au sens, en tout cas elle n'est pas orthogonale au sens de la géométrie euclidienne du plan dans lequel vous représentez le diagramme de Minkowski. Puisque, en l'occurrence, c'est incliné. Puisque l'équivalent, en fait, mathématiquement, ça reste vis-à-vis du produit scalaire défini par la métrique, ça reste une projection orthogonale, mais représentée dans le diagramme de Minkowski, c'est une projection qui est inclinée, en fait, simplement. Donc je prends un événement ici, je veux savoir quelle est sa coordonnée en t', je fais exactement la même procédure, je prends l'axe des x', je le translate, et j'arrive là. Donc la seule différence, c'est que ici, géométriquement, sur un diagramme de Minkowski, je n'ai pas d'angle droit, j'ai un angle plus petit que pi sur 2. Mais éventuellement plus grand, d'ailleurs, si je prends l'axe, si j'allais à vitesse moins v. Voilà, c'est juste. Donc ça, il a l'air... Ok. Bien. Oui, alors je vais faire la transformation de Lorentz, donc il me faut les coordonnées de l'événement d'arrivée. Donc on va l'appeler E1. E1, c'est l'arrivée de C1 au point A1. Quelles coordonnées ça a? On a dit que ça avait x égale L, et manifestement, alors t, x c'est aussi la vitesse v fois t, donc t vaut L sur v.
je vais le mettre en CT, donc ça fait x égale L et CT égale L sur bêta. Ok. Ça, c'est mes coordonnées dans R. Alors, je vais l'appeler 1 pour les coordonnées de E1. Et du coup, bah, pour trouver les coordonnées de E1 dans R', je fais le reste. Donc ça me donne C. Alors je l'avais noté TA1'. On n'était peut-être pas obligé de mettre TA. Ah oui, A c'était pour arriver, c'est ça. Ouais. Bon, c'est pas grave. Donc c'est gamma. CT1 moins X1. Et de la même façon que tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin de calculer X1'? Alors d'abord, je crois qu'on me le demande même pas, on me demande les temps en fait. Oui, donc on me le demande pas. Mais si on me le demandait, est-ce que j'ai besoin de calculer X1'? Non. Parce que manifestement, ça va faire 0, puisque je reste dans le centre de mon propre référentiel. Donc X1' vaut 0, mais de toute façon, on ne me le demande pas. Bien, et bah, ça, je remplace, ça fait gamma. Alors, CT1, ça fait L sur bêta. Oui, Monsieur, moins L. est-ce que si on arrive à déterminer que la variable T1 ou T2 est un temps propre, ça implique forcément que le x associé vaut Ouais, 0? je le dirais plutôt dans l'autre sens, moi, personnellement. C'est plutôt quand le X vaut 0 que tu es dans le temps propre. Le temps propre, c'est réellement... le temps propre, physiquement, c'est le temps qui passe quand tu ne bouges pas. Voilà, c'est ça qui... Quand tu ne D'accord. bouges pas dans un référentiel. Ok. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais oui, enfin, c'est équivalent en fait. Si tu veux, c'est équivalent. Ok, merci. Donc ça se factorise TA'. En soi, je pourrais le laisser comme ça, mais ça se simplifie un petit peu puisque ça fait c'est TA1' qui vaut, je divise par tout par bêta, ça fait gamma sur bêta, facteur de, peut-être que je remonte la caméra. Facteur de quoi? Facteur de L moins. J'ai oublié un bêta dans mon Lorentz, vous aurez pu me dire. Il y a un bêta ici. Il y a un bêta, et donc là il y a un bêta aussi. Et donc ça fait 1 moins L bêta 2. Ce qui me fait donc un gamma sur bêta facteur de 1 moins bêta 2 facteur de L. Et donc ça fait L sur gamma bêta. Alors si je le voulais en fonction du temps, bah c'est CT1 sur gamma. Donc encore une fois, on voit que le temps qui passe pour le coureur 1, c'est son temps propre. Donc c'est le temps coordonné du R divisé par le facteur gamma. En fait, on revoit la même chose à 3 fois de suite. Ok, ensuite, si je veux, cette fois par contre, les coordonnées de... On a dit qu'on voulait les coordonnées de E2 dans R'. Alors les coordonnées de E2 dans R, donc E2 c'est le point d'arrivée du coureur 2, donc c'est le point E2 ici. Sa coordonnée c'est moins L, et son temps c'est le même. Donc les coordonnées de E2 dans R, c'est x2 égale moins L, et ct égale L sur bêta. Alors bêta, pour les signes, je prends bêta positif. Enfin, bêta, c'est vraiment le V sur C. C'est pas moins V sur C. Sinon, je vais avoir un problème. Si vous voulez, c'est la valeur absolue. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ok, donc ça, c'était x2 et t2 de l'événement E2 dans R. J'en calcule, du coup, t2', comme on l'a noté, ta2', par la transformée de Lorentz. Ça fait gamma, facteur de ct2, moins bêta x2, et là il va y avoir un double moins, puisque x2 est négatif. Donc ça fait gamma sur L sur bêta, moins plus L sur bêta, moins plus bêta L, qui se factorise également
Sauf qu'au lieu d'être du 1 moins bêta carré, je vais trouver du 1 plus bêta carré. Donc je le finis juste ici, là. Ouais, je peux effacer ça. Donc on a vu, je le garde dans un coin, TA1', on vient de voir que c'était CT1 sur gamma. Ça je le laisse pour comparer les temps. Et TA2'. Donc ça c'est les temps qu'on a vus sur les axes T', okay, graphiquement. Là c'est leur valeur numérique et on doit confirmer numériquement que ça est plus grand que ça. Alors c'est le cas parce que TA2' c'est gamma L sur bêta, je factorise le 1 sur bêta, facteur de 1 plus bêta 2. L sur bêta c'était aussi CT1. Alors T1 c'est le temps d'arrivée dans le référentiel R. Donc c'était du gamma CT1 facteur de 1 plus bêta 2. Ça c'est plus grand que le premier. Oui. Monsieur, si on avait voulu calculer le temps des coureurs, mais dans l'autre référentiel, celui du coureur numéro 2, on aurait dû prendre la vitesse comme étant Oui, moins en v. l'occurrence, il demande dans la question 5 de celle d'après. Et c'est exactement le même calcul, tu prends V égale moins V. Donc je t'avoue que je suis pas convaincu qu'on le fasse. J'ai plus envie de finir pour parler par la... C'est le même calcul. Oui, c'est exactement le même avec un signe moins. Donc, Ok. ouais. Monsieur, justement, vu qu'on calcule les coordonnées de E2 dans R, Ouais. et que dans R, on sait que C2, il va à la vitesse moins V, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de répercussion dans la formule de Lorentz, comme dans l'exercice précédent. Parce que la question n'est pas de calculer les coordonnées primées dans le référentiel qui va vers la gauche, où il y aurait une répercussion dans les formules de Lorentz. Elle est dans le référentiel R', dans celui qui va vers la droite. Donc la seule répercussion, elle est sur la coordonnée du point E2 dans R, c'est-à-dire que c'est moins x. Au bout d'un temps t, ça arrive en moins x, enfin L, alors que l'autre c'était en plus L. Par contre, dans la question juste après, que donc je dis on va pas faire, je pense, ou très rapidement, c'est exactement la même chose, mais dans R secondes, donc dans le référentiel du coureur 2. Et là, bien sûr, il faut prendre en compte d'abord les coordonnées de E1 et de E2 dans R, qui vont être les mêmes, et faire le même calcul, mais avec une vitesse moins V dans la transformée de Lorentz. D'accord ? Et c'est ce moins qui va permettre d'inverser les choses et de dire que en fait, le coureur 2 pense aussi qu'il arrive avant le coureur. Alors, si on finit ici, pourquoi TA2' est plus grand ? Parce que si je divise TA2' sur TA1', je trouve quoi ? Je trouve gamma CT1, facteur de 1 plus bêta 2, le tout divisé par CT1 sur gamma, donc le gamma se retrouve en haut, ça fait du gamma 2, 1 plus bêta 2, et ça c'est égal à 1 plus bêta 2 sur 1 moins bêta 2. Bêta, je vous rappelle que c'est la vitesse divisée par la vitesse de la lumière, donc c'est toujours plus petit que 1. Et puisque c'est toujours plus petit que 1, ceci est toujours strictement supérieur. Strictement supérieur, non, supérieur ou égal. Supérieur ou égal à 1. Le cas d'égalité, c'est quand la vitesse est nulle. Mais si la vitesse est nulle, ils n'arrivent jamais au point E1 ou 2, donc donc on va mettre un strict. Voilà. Donc sur le schéma, on avait placé TA1', TA2'. On a vu que TA2' graphiquement était plus grand. Le calcul, en tout cas le calcul de leur rapport, explicite, ça vaut ça. Donc c'est juste de la transformée de Lorentz. En fait, vous allez trouver exactement la même chose pour le référentiel R seconde, mais il va falloir inverser. Ça va être TA 1 seconde divisé par TA 2 secondes, qui doit, je pense, valoir par symétrie exactement la même chose. En fait. Ouais, mais c'est ça. Vous le verrez dans le corrigé. D'ailleurs, dans le corrigé, il a juste aussi écrit par symétrie, c'est évident. Je crois qu'il l'a pas écrit. Mais si vous voulez le faire, il faut prendre T2 secondes égale gamma T1 moins bêta x1. Voilà.
Et donc ça devient un plus et vous faites vos calculs, quoi. C'est juste la seule chose qu'il faut faire. Ok. Ah bah il est 18. Bah bon, on peut finir. On finit.